La République, oui, la République, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Décryptage, le nouveau numéro. Cette émission qui vous fait la lecture de l'actualité sociopolitique de la République démocratique du Congo. Nous revenons encore ce lundi pour en parler. C'est un service que nous rendons à la nation congolaise. Pour aujourd'hui, nous allons parler du Sénat, les élections pour le plateau de la chambre haute du Parlement, qui pour succéder à Modeste Bahati Lukebo, nous laisserons ce lundi dans quelques heures. Déjà les élections, les temps des auditions a déjà pris fin. On va passer carrément au vote et on va savoir aujourd'hui qui sera le prochain président de la chambre haute du Parlement. On va parler aussi bien évidemment de la prison de Makala. On a vu la semaine passée, à la fin, le week-end, le ministre d'État en charge de la justice accorder une liberté conditionnelle bien évidemment à 527 prisonniers et a distribué à l'occasion 7000 lits. Est-ce que nous allons vers l'amélioration des conditions carcérales? Est-ce que c'est une décision ou des mesures structurelles ou des mesures conjoncturelles? Voilà, pour parler de toutes ces questions, j'ai en face de moi, on le fera à deux aujourd'hui, Moïse Pika, maître avocat, à qui je dis bonsoir. Bonsoir mon frère Fiston de m'avoir invité. Je salue nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, ceux de la diaspora également, qui sont de cœur avec nous et également nous sommes de cœur avec eux. Comme tu l'as tout à l'heure annoncé, des sujets très importants auxquels nous allons partager et puis éclairer donc le public. Je dis bonsoir également, mes salutations à votre équipe technique, au boss de la chaîne Géopolis Télévision, une très belle chaîne, avec de belles images, donc c'est suivi de partout. Merci donc, voilà, on est là disponible pour répondre à toutes vos questions. J'espère que le public sera satisfait. Voilà, le public sera satisfait. Je rappelle que vous êtes un analyste politique, mais aussi maître avocat, juriste. Certainement, je suis juriste de formation, avocat de profession, acteur politique de ma génération. Parmi les acteurs politiques, excusez-moi d'être un peu orgueillé, les plus brillants. Parce que nous sommes appréciés vous êtes vous vous qualifiez comme ça? Non, non, c'est-à-dire que cela ne vient pas de moi, ce sont les appels que je reçois de partout. Ok. Et bien évidemment, les gens nous suivent à chaque fois que nous sommes à la télévision pour donner notre avis, notre position. Et bien que certaines, ça ne manque pas toujours, certains de nos amis nous qualifient d'avoir touché un peu de l'argent de la part du pouvoir, de la part du chef. Non, non, c'est pas que nous sommes payés de la part du chef de l'État, mais nous sommes là pour la République. Je me suis engagé, moi, à défendre les institutions de mon pays. Qu'il s'agisse du président Félix Tshisekedi, qu'il s'agisse d'un autre président, même si c'était vous, mon frère Fiston, et que vous étiez président de la République. Donc vous, moi, c'est d'abord les institutions de mon pays qui est importante pour moi. Parce que je ne vois pas, je n'ai pas un autre pays. Je n'ai pas deux RDC, je n'ai qu'une seule RDC, je n'ai qu'un seul drapeau dans lequel je m'incline, dans lequel je sers tous les jours. Voilà. Alors quand il faut défendre, je défends mon pays en âme et conscience. Voilà, là c'est bien compris, c'est le public qui va juger maintenant si vous êtes le plus brillant de votre génération. Mais il y a aussi un numéro là, chers téléspectateurs, faites comme vous le faites toujours, de nous appeler, de nous écrire. Ça nous fait toujours du bien et ça nous aide à orienter nos sujets et nos questions sur le plateau. On va prendre l'actualité. Le président angolais João Lourenço vient d'arriver à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ce lundi 12 août pour rencontrer son homologue congolais Félix Tshisekedi, le médiateur désigné par l'Union africaine dans le conflit entre la RDC et le Rwanda, est à Kinshasa pour faire avancer le processus de Luanda visant à pacifier l'Est de la RDC. Selon la présidence de la RDC, une conférence pour la circonstance est prévue et entre les deux homologues autour du cessez-le-feu en vigueur ce 4 août 2024 convenu entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de l'Angola. Dans une perspective bien évidemment d'améliorer les conditions carcérales des prisonniers en RDC, un engagement du gouvernement, 527 détenus condamnés dans la prison de Makala ont bénéficié d'une libération
conditionnelle ce samedi 10 août 2024. C'est le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, qui a procédé à la réalisation de cette mesure au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Et puis au Sénat, c'est le grand jour. L'élection et l'installation du bureau définitif auront lieu déjà à Lyon, on va dire comme ça. Le 12 août, les auditions ont eu lieu. Les candidatures ont été déposées depuis la semaine qui vient de s'achever. L'Union sacrée avait jeté son dévolu à Sama Lukonde, l'ancien premier ministre. Et puis, rien ne va au sein ces derniers temps du parti politique présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social. Le point culminant, c'est la déchéance du secrétaire général Augustin Kabouya ce dimanche par la Convention démocratique du parti CDP en sigle, une des structures statutaires du parti présidentiel à l'issue de sa session extraordinaire de ce dimanche 11 août 2024 tenue à Kinshasa. Elle a remplacé pour ce faire Deo Bizibou comme secrétaire général AI alors qu'il était jusqu'à sa désignation secrétaire général adjoint en charge des questions politiques. Voilà. Moïse Pika, on a évoqué l'actualité, vous avez suivi. D'abord, on va parler un peu de la situation de l'Est. Joao Lorenzo vient d'atterrir à Kinshasa avec un cessez-le-feu qu'on avait, on a convenu entre la RDC, le Rwanda, et entre la RDC et le Rwanda sous la médiation, bien évidemment, de l'Angola. Est-ce qu'on peut continuer à croire à ce processus diplomatique alors que sur terrain, les combats continuent? Merci beaucoup sur la question de la médiation dont la République angolaise est en train de conduire jusque-là. Nous sommes, nous, République démocratique du Congo, nous, peuple congolais, en tout cas, nous sommes très fiers du président Lorenzo, président de l'Angola, parce que c'est pas une messe à faire, c'est pas une chose facile, la médiation sous le président Lorenzo. Nous, peuple congolais, nous sommes en train de croire que le Rwanda va certainement comprendre. Pourquoi nous citons à tout moment le Rwanda? Parce que le Rwanda, c'est le seul pays, pour ne pas dire aussi avec l'Ouganda et peut-être l'autre là. Mais le Rwanda d'abord, c'est que le Rwanda, jusqu'à ce qu'il va comprendre, est que l'Afrique, surtout l'Afrique centrale, a besoin de la paix. Le monde actuel, de manière générale, a besoin de la paix et de la tranquillité. C'est comme si on repose tous les problèmes de la RDC sur les dos du Rwanda. On ne dépose pas tous les problèmes de la RDC sur les dos du Rwanda, mais nous continuons à reprocher les Rwandais, particulièrement le président Kagame, de manière particulière, d'avoir soutenu jusque-là les groupes rebelles qui sévit à tout moment, entre parenthèses, l'M23, parce que l'M23 n'est qu'une succession de la CNDP qui a longtemps commencé, et ils ont changé de nom, RCD d'ailleurs, qui a commencé avec le RCD, et CNDP, et aujourd'hui nous avons l'M23. Donc, ce sont des stratégies maléfiques du président Kagame pour, n'est-ce pas, troubler la paix au niveau, pas seulement de la République démocratique du Congo dans sa partie Est, mais aussi de l'Afrique centrale. Parce que vous allez convenir avec moi que la paix de la RDC, ça va aussi produire ses effets au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de la région. Mais si la RDC n'est pas en paix, là, il faut qu'on les reconnaisse. Toute la région, tous les pays de la région ne seront pas à l'aise. Donc on va continuer avec le processus diplomatique, la RDC. Il y a un moment, ça va finir. Pourquoi? Parce que la voie diplomatique, c'est la voie que le président Félix Tshisekedi a choisi d'abord pour que les Rwandais arrivent à comprendre que la région, notre région, a besoin de la paix. Mais jusqu'à ce que si le président rwandais ne comprenait pas, une fois j'avais dit que les Rwandais ou encore le président rwandais doit se méfier, n'est-ce pas, du silence militaire de la RDC sur les territoires rwandais. Pourquoi? Parce que c'est comme si le président Kagame pensait que la RDC n'est pas en mesure, n'est-ce pas, d'entrer jusqu'au Rwanda. Or, si jusque-là, le président Tshisekedi continue par la voie diplomatique, c'est pour l'intérêt de notre région. C'est pour l'intérêt de l'Afrique centrale. Parce que ça ne serait pas intéressant, aujourd'hui, la guerre entre RDC, Kinshasa et Kigali, demain, entre RDC, puis parce que ça va prendre un peu tous les pays de la région. Ça va prendre tous les pays de la région. Mais, si le président, le gouvernement congolais
jusque-là continue avec la voie diplomatique, c'est pour l'intérêt. C'est pas un aveu d'échec ou de faiblesse. C'est pas un aveu d'échec. Ou de faiblesse. Non, il n'y a pas un aveu d'échec, il n'y a pas de faiblesse à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que la voie diplomatique, c'est la seule voie, si je peux dire, qui peut mettre les gens tête à tête. La voie diplomatique. Voilà. Parce que la guerre ne nous met pas face à face. La guerre nous met dos à dos. Parce que là, chacun maintenant va continuer à agir de sa manière. Et c'est la diplomatie qui nous met... C'est la diplomatie qui fait en sorte que toi, tu es en face de moi. Moi, je suis en face de toi. Nous sommes en train de parler des questions cruciales, sensibles de notre région pour que nous puissions trouver une solution, n'est-ce pas? La paix pour la région. Voilà. Mais s'il faut aller dans le sens de la guerre, je pense que c'est notre région qui va subir les conséquences de la guerre entre la RDC. C'est comme ça que j'ai dit, le Rwanda doit se méfier du silence militaire de la RDC sur le territoire rwandais. Sur le territoire rwandais. Ça, on va le savoir. C'est-à-dire que les Rwandais pensent que nous ne sommes pas en mesure d'entrer au Rwanda. Mais que voulez-vous que le Rwanda pense? Que voulez-vous que le Rwanda pense? C'est comme ça que les présidents... Si, depuis 1997, on va dire même avant, 1996, 1995, il est sur le territoire congolais, il entre quand il veut, il sort quand il veut. Mais comment voulez-vous qu'il pense autrement? Soyons aussi un peu sérieux. Les téléspectateurs nous suivent. N'oublions pas les raisons pour lesquelles, ou les raisons qui ont fait à ce que le peuple, une certaine partie du peuple rwandais, soit sur le territoire congolais. En 1994, je rappelle les massacres et les génocides qu'avait mené le président rwandais, Paul Kagame, aujourd'hui président. Hier, il était... Comme réfugié, ça c'est... Hier, il était opposant. Certainement, c'est ce qui a fait en sorte que les Rwandais qui étaient venus, bien sûr avec les armes à la main... C'est pas le sujet du jour, on va trouver un jour... C'est pas le sujet du jour, on va débattre. À tout moment, lorsque... On va débattre moi, j'aime à tout moment, lorsque je parle des questions de la partie Est de mon pays, j'aime toujours rappeler l'histoire. Et j'ai fini par conclure, voilà. Cette guerre qui a commencé un jour va peut-être bientôt finir. Merci. Mais jusque-là, nous saluons la voie diplomatique que mène et que continue à mener notre gouvernement, justement. Le gouvernement congolais, sous la médiation bien sûr du président angolais, voilà, qui est sur le territoire congolais déjà, pour rencontrer depuis un certain temps. Tshisekedi. Voilà, on a vu même dans les images, il était accueilli par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Son nom est un peu compliqué. Voilà, mais on va revenir à Kinshasa. On a vu la fin de cette semaine, on va dire ce dimanche. C'est déjà d'ailleurs depuis longtemps qu'on assiste à une crise. Vous soutenez bien évidemment les institutions, mais les institutions sont aussi dirigées par les individus, par les familles politiques. Oui. L'une des familles politiques d'ailleurs la plus puissante au sein de la majorité qui gouverne bien évidemment les institutions ou le pays, il y a l'UDPS, mais à l'intérieur ça ne va pas. C'est d'ailleurs elle qui a donné le chef de l'État, le président de la République que nous avons aujourd'hui, Félix Tshisekedi. Est-ce que cette crise que nous avons au sein de l'UDPS, que nous voyons, que nous observons, comment vous, au niveau de la famille politique élargie du chef de l'État, vous analysez cela? Est-ce que vous la regardez seulement de loin, ou vous avez aussi un mot à dire par rapport à ça? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rappeler un aspect des choses, qui est constitutionnel d'ailleurs. C'est que nous oublions, c'est que les prescrits de la Constitution dit, c'est que les fonctions du président de la République, président du Sénat, de l'Assemblée nationale, premier ministre ou encore les membres du gouvernement soient incompatibles avec toute autre fonction politique au sein des partis politiques. Personne ne les a associés. Je vais arriver. Okay. Alors, lorsqu'il est élu chef de l'État, ou encore lorsqu'ils sont élus président successivement, président du Sénat, de l'Assemblée nationale, ou encore lorsqu'ils sont nommés premier ministre et membres du gouvernement, la loi dit que leurs fonctions deviennent ipso facto incompatibles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la charge, la responsabilité ici ne doit pas descendre sur les partis politiques. Pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce que moi, je n'ai jamais partagé cette réflexion. Donc, bon, c'est devenu un peu habituel lorsqu'on dit parti au pouvoir. Oui, c'est vrai. Hier, il était. C'est comme ça que j'ai dit. C'est comme ça que j'ai dit. Et que lorsqu'ils sont élus
ou nommés selon les cas, leurs fonctions deviennent incompatibles avec toute autre fonction politique au sein de leur parti politique. Ah, mais jusqu'au Sénat, on parle de familles politiques. Les législateurs, jusqu'au Sénat. Oui, ils sont présentés. Ils sont présentés sur la liste de leur famille politique. Mais dès lors qu'ils sont élus ou nommés selon les cas, ils deviennent, leurs fonctions officielles deviennent incompatibles. On ne peut pas quand même les dissocier de leur parti. On ne peut pas sur le plan physique les dissocier de leur parti politique, mais sur le plan de la loi, sur le plan constitutionnel, les fonctions qu'ils occupent officiellement après leur élection ou leur nomination deviennent incompatibles. Bon, revenons sur la crise à l'UDPS. Ouais. Certainement, l'UDPS, c'est parmi les grands partis de notre pays actuellement, surtout parce que l'un de leurs est président de la République. Voilà. Et les autres sont au niveau des autres institutions. Quand même cette réflexion, je suis content. non, c'est-à-dire que ma réflexion est d'un côté constitutionnel, juridique, aussi de notre côté intellectuel. Ok. Voilà. Alors, nous reconnaissons, comme j'étais en train de le dire tantôt, que l'UDPS est parmi les grands partis de notre pays. Vous avez par exemple l'UDPS lui-même, vous avez les Palous. Et si je peux jusque-là m'arrêter qu'à ces deux partis politiques, bien que d'autres partis politiques ont pris un bon élan, ils sont venus et ils sont en train d'émerger vraiment comme des bons partis politiques. Ouais. Voilà. Et ils deviennent grands partis politiques. Je peux en citer beaucoup ici. Mais arrêtons-nous à l'UDPS. C'est qu'au sein de l'UDPS, certainement, l'UDPS est en train de passer tous ces derniers temps des zones de turbulence. Des zones de turbulence politiques dont certains, une note franche, veut la démission ou le départ du secrétaire général intérimaire, l'honorable Augustin Kabouya. D'autres sont en train de défendre à ce que Augustin Kabouya reste en fonction. Ce que moi je peux dire en tant que citoyen congolais et en tant qu'acteur politique, c'est de demander à ces partis-là, l'UDPS, qui est ces grands partis politiques-là, de mettre les vues ensemble. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas bon de voir un parti politique comme l'UDPS qui a lutté pendant longtemps et qui est aujourd'hui, qui a présenté ses membres, ses hauts cadres presque dans toutes les institutions de la République, voir ces partis-là finir comme on est en train de l'observer aujourd'hui. Donc j'aurais tout simplement souhaité proposer à ce que nous puissions nous mettre... Là, vous êtes prêtre, hein, vous êtes en train de dire la messe. Nous puissions nous mettre sur une même table, parler. C'est vrai, la démocratie a toujours une bouche, parce que lorsque la démocratie est muette, surtout au sein des partis politiques, ça crée des frustrations. Alors, mais lorsque la démocratie s'exprime, ouais, tout le monde peut se retrouver, pas se retrouver dans le sens du partage du gâteau, mais se retrouver dans le sens de se mettre autour d'une table et parler les affaires du parti à l'interne pour que nous puissions arranger. Si même vous comprenez quand même ce qui se passe à l'intérieur. Si même le secrétaire général Augustin Kabouya partait, ou encore s'il restait, ce qui est essentiel, c'est que l'UDPS continue à exister comme ce parti politique qui a lutté pendant longtemps et qui aujourd'hui et aux affaires. Et aux affaires. Bon, aux affaires, comme je venais de le dire, partageons cet aspect, ces mots, mais que Augustin Kabouya soit là, qu'Augustin Kabouya parte, l'essentiel c'est que l'UDPS continue à fonctionner comme un grand parti politique. On reconnaît aussi à l'UDPS qu'elle écoute beaucoup la base, hein. Les décisions viennent d'en bas vers les hauts. Donc... Mais en principe, c'est ça un parti politique. Un parti politique, c'est d'abord la base. On a vu comment les grands problèmes avec nous, c'est que lorsqu'on crée des partis politiques, on ne consulte pas, on abandonne la base. On revient à la base que lorsqu'il y a élection, que lorsqu'on a besoin d'entrer dans les institutions, à ce moment-là, on recourt à la base. Voilà, puisse vous donner la chance. Parlons d'entrer aux institutions, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on parle aussi de l'élection au niveau du Sénat, l'Union Sacrée, qui est quand même une famille politique majoritaire au sein de cette chambre du Parlement, a fait son choix. On ne va pas parler de l'Union Sacrée, on va parler de l'Union Sacrée, mais c'est leur autorité de référence qui a fait le choix de Sama Lukonde, l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, le prédécesseur de Judith Suminwa, l'actuelle première qui est aujourd'hui en fonction. Comment voyez-vous d'abord ce choix?
Merci beaucoup pour le choix du président sur les premiers ministres honoraires, M. Jean-Michel Sama Lukonde. Bon, le président de la République a jeté son dévolu sur lui. Nous nous inclinons et nous soutenons la candidature de l'ancien Premier ministre. Nous lui souhaitons bonne chance et qu'il gagne les élections comme président du Sénat. Dans l'entretien, il y a des frustrations. C'est ça la démocratie. Ah, mais ça met à mal la famille politique. C'est ça la démocratie. Même si le président de la République me choisissait, moi, en tant que candidat, président du Sénat, tout le monde n'allait pas être d'accord, n'est-ce pas? C'est ça la démocratie. La démocratie s'exprime aussi dans ce sens-là. C'est que lorsque il y a un point à partager, certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. C'est ça la démocratie. Ça la démocratie. Donc, moi j'ai dit... Donc, on comprend bien, vous vous pliez tout simplement parce que c'est le choix du chef. D'abord, c'est le choix... Et après? D'abord, parce que c'est le choix du chef. Après, parce que... Et parce que Sama Lukonde, mais c'est aussi... il est sénateur, il a fait preuve de ses capacités, de sa maturité politique. Et lorsqu'il était Premier ministre, son mandat n'était pas parfait, comme je l'ai toujours dit. Il n'y a pas quelqu'un ici au monde, même si vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous allez trouver qu'il y a Donald Trump qui reproche à Joe Biden d'avoir cloué, n'est-ce pas, l'administration américaine. Quand même des partis antagonistes. Mais si ça vient à l'interne, ça pose problème. Nous voyons toutes les discussions et les déclarations qui se disent. C'est ce que j'ai dit. Sur la place publique. C'est ce que j'ai dit. La démocratie s'exprime dans tous les sens. La démocratie peut s'exprimer dans tous les sens. Elle a une bouche. Elle a une bouche. Ce qui est censé, c'est que la démocratie subsiste. Parce que si la démocratie ne subsiste pas et qu'il y a l'autocratie à la place de la démocratie, à ce moment-là, on risque de s'incliner même lorsqu'il s'agit des démons. Même lorsqu'on vous dit allez tuer, vous allez tuer. Pourquoi? Parce que c'est l'autocratie qui prend la place. Mais lorsqu'il y a la démocratie et que vous présentez un point de vue et que l'autre est en mesure de vous dire voilà le point de vue que vous avez présenté n'est pas conforme par exemple à la morale, aux bonnes mœurs, à la loi, et tout le monde doit s'exprimer. Et à la fin de compte, on trouve une conclusion. Je voudrais que ce n'était pas Sama Lukonde qui était présenté d'abord comme candidat. Il y avait un autre candidat. Mais lorsque les gens se sont mis autour d'une table... Non, ce n'est pas question de mise autour d'une table. On choisit... C'est une décision qui vient de quelque part, on sait. Certainement. La décision ne descend pas du coup. Non. Il y a certainement des critères, des paramètres qu'on a pris en compte pour que ça tombe... Que l'autorité de référence a pris en compte. Certainement. Donc, il n'y a pas eu de table discussion. L'autorité de référence n'a pas peut-être, excusez-moi de dire ça comme ça, n'a pas peut-être le temps de prendre part à toutes les réunions qui se font au sein de l'Union sacrée. Lui, il est l'autorité de référence. Il a une autre responsabilité qui fait assez qu'il attire son attention vous rétablissez les faits au niveau, n'est-ce pas, national. Vous rétablissez les faits. Au niveau national. Mais lorsqu'il reçoit les rapports, il apprécie, n'est-ce pas, il apprécie les rapports par rapport aux critères et aux paramètres politiques présentés à l'égard de chaque candidat. En fin de compte, il décide. Si ce n'était pas Sama Lukonde, il allait décider peut-être pour un autre candidat. Mais parce qu'il a décidé sur les candidats Jean-Michel, le Premier ministre honoraire, c'est-à-dire que pour lui, il estime que parmi tous les candidats présentés sur la liste pour l'Union sacrée par les membres qui s'étaient mis tout autour d'une table pour parler, il trouve que c'est Sama Lukonde qui convient pour être présenté comme candidat président du Sénat. Moi, je suis partant, je soutiens. Je ne vois pas le mal pourquoi Sama Lukonde ne peut pas être, n'est-ce pas, candidat. Moi, je soutiens. Je ne soutiens pas seulement parce que ça vient du chef, mais voilà. Je ne vois pas le mal. Et vous croyez que le personnage choisi ou la personne choisie fera un bon président du Sénat? Il est d'abord parlementaire. Nous connaissons tous la mission d'un député national et d'un sénateur. On ne doit pas leur coller une mission qu'ils n'ont pas. En tant que parlementaire, en tant que député national, en tant que sénateur, je parle de manière générale, ils ont leur mission constitutionnelle. D'abord, comme je l'ai dit, quand c'était les tours au niveau de l'Assemblée nationale,
j'ai dit, voilà, ils doivent faire leur travail. Voter les lois, contrôler l'action du gouvernement, pousser les gouvernements à travailler pour que la République se relève. C'est la même chose que j'ai dit pour les sénateurs. Ici, le président du Sénat n'est pas président du Sénat s'il n'est pas sénateur. Et en tant que sénateur, il a une mission constitutionnelle. La police du débat, il doit l'amener parce que la démocratie voudrait que lorsque vous êtes président du Sénat, lorsque vous êtes président de l'Assemblée nationale, que vous puissiez bien mener la police du débat pour que chaque sénateur ait la parole, s'exprime. Pour que chaque député national ait la parole et s'exprime. Donc tout ce mouvement que nous constatons, selon vous, ne met pas mal la cohésion au sein de l'union sacrée de la nation? Non, non. Au sein de l'union sacrée, il y a la cohésion, il y a aussi l'harmonie. Quelle harmonie? Il y a la cohésion, je vous rassure. À tout bout de champ, il y a toujours des... Mais c'est ça la démocratie. Non, ça ce n'est pas la démocratie. Pourquoi ça c'est autre chose. N'est-ce pas qu'en français on dit... Ça c'est l'animosité. N'est-ce pas qu'en français nous disons c'est dans les chocs des idées ça, que les idées que jaillit la lumière. Les idées peuvent s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Les idées peuvent s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Jusqu'au bout du bout. Certainement. Il y a 2-3 candidats d'une même famille politique. Non, là maintenant nous avons Sam Alukonde comme président. Non, il y a aussi Jonas Mukamba. Il est indépendant. Mais non. Il est indépendant. C'est un sénateur de l'UDPS. Il est candidat indépendant. Nous parlons des candidats comme candidat président du Sénat. Voilà, merci beaucoup Moïse Pika pour vos analyses. Mais moi je veux qu'on réfléchisse un tout petit peu, loin de Samalou Kondé, loin de l'union sacrée, mais comme étant quand même des gens qui peuvent proposer des choses pour la nation, qui peuvent quand même proposer aussi des solutions. Que pensez-vous de ceux qui pensent que, permettez-moi la tautologie, le Sénat est une institution de trop, une institution budgétivore? Est-ce que pour la RDC, un pays où on connaît quand même la qualité de la vie des Congolais, on connaît quand même comment est-ce que nous cheminons, est-ce que le Sénat ne sera pas aussi budgétivore? Merci beaucoup. C'est une question très sensible. C'est une question très sensible que nous avons partagée avec beaucoup de jeunes, beaucoup des intellectuels, beaucoup des acteurs politiques sur la budgétivation du Sénat, Assemblée nationale et les autres institutions. À l'heure actuelle, le pays a besoin d'argent. Ouais. Surtout pour la guerre plutôt qui sévit à l'Est. L'État congolais, le gouvernement congolais doit engager beaucoup de moyens pour, n'est-ce pas, la guerre à l'Est. À côté des moyens, je voudrais aussi évoquer un aspect des choses. C'est que le gouvernement, comme ça, c'est une demande que j'ai fait à Madame la Première ministre, pourquoi pas au président de la République, chef de l'État, les réformes des institutions. Ça, c'est une question qu'on doit... Fondamentale. C'est une question où on doit se mettre pour parler sur les réformes des institutions. Parce que, parlons, bon, ce n'est pas... je n'aurais pas en parler beaucoup, parce que je dois revenir sur la question du budget que les institutions prennent. Mais du moins, on doit réformer, on doit travailler sur les réformes. Les réformes du système judiciaire, les réformes. D'ailleurs, les ministres de la Justice, Maître Constant Moutamba, avait déjà lancé l'idée d'entamer, de voir comment on peut réformer notre système judiciaire. Ça, moi, j'ai lu. Et j'ai demandé à ce que cela... On va parler de Moutamba. Dernière décision, nous avons encore un peu de minutes. Et moi, je demandais à ce que cela ne s'arrête pas seulement au système judiciaire. Le système éducatif. Vous voyez, le système éducatif doit être réformé. Le système sanitaire doit être réformé. Nous avons vu ici, pas plus longtemps, en 2002, ou plutôt 2022, lors de la Covid-19, comment est-ce que notre pays a aussi perdu, comme partout au monde, beaucoup de concitoyens. Mais la différence avec nous, c'est que nous, on n'a pas eu des hôpitaux, beaucoup des hôpitaux, pour suivre, n'est-ce pas, les soins appropriés de nos compatriotes qui étaient atteints de la Covid-19. Donc, on doit réformer le système sanitaire, construire les hôpitaux, on doit réformer beaucoup des systèmes dans notre pays. Revenons à la question sur les budgets que prennent les institutions. Bon, même si on pouvait garder le Sénat, même si on pouvait garder l'Assemblée nationale, parce que
un peu partout, on est en train de supprimer surtout le Sénat. Mais comme au Sénégal. Comme au Sénégal, par exemple. L'a supprimé. Moi, ma réflexion va beaucoup plus au nombre. Au nombre des sénateurs. Au nombre des députés nationaux. Ok. Moi, ma réflexion, même si on pouvait supprimer, il faut étudier les paramètres. Il ne faut pas supprimer juste pour supprimer. Non, il faut étudier les paramètres. Pourquoi supprimer? D'abord, pourquoi le Sénat, on a institué le Sénat et l'Assemblée nationale. Et puis voir s'il faut supprimer le Sénat. Quelles seront les raisons? Les raisons politiques d'abord, aussi les raisons judiciaires, les raisons sociales également, économiques et financières. Justement. Voilà. Alors, il faut étudier tout ça. Ce sont des questions de réflexion qu'il faut approfondir. Mais si on réduisait plus le nombre, ça serait intéressant. Le nombre, par exemple, des sénateurs, par exemple, au Sénat, 108 à 50 ou... je vais, par exemple, vous amener dans une petite réflexion. Au Sénat, nous avons jusque-là 108 sénateurs, plus les sénateurs à vie, qui fait 109. En 2028, c'est-à-dire que chaque après 5 ans, d'abord chaque après 5 ans, 10 ans. Parce que les mandats est pour 5 ans. Les renouvelables n'est pas obligatoire. Si le peuple estime qu'il peut vous renouveler les mandats, d'accord. Mais si le peuple estime qu'il ne peut pas vous renouveler les mandats, vous ne serez plus présent. Donc, vous êtes au Sénat. Vous êtes au Sénat. C'est-à-dire que chaque 5 ans ou chaque 10 ans, vous aurez un sénateur, 2 sénateurs, un sénateur. Mais au bout d'un moment, quand même, il y aura des décès quand même. Voilà. On ne souhaite pas. Non, oui, ça c'est vrai. La vie a quand même son coût. La vie a son coût. La vie se limite quelque part à la mort. Oui. Mais nous ne parlons pas d'abord de ça. Nous ne parlons pas d'abord de ça. Parlons d'abord. Après 50 ans, on aura. C'est-à-dire qu'après 50 ans, nous aurons le nombre de sénateurs. 10 sénateurs de plus. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si on réduisait les nombres, tout en tenant compte de cet aspect, justement. Tout en tenant compte que chaque année, chaque 5 ans, chaque 10 ans, nous aurons un sénateur à vie qui va s'ajouter. N'est-ce pas? Donc, il faut étudier sur cette question-là. C'est une question très sensible. Ouais. Lorsque vous réduisez les nombres, n'est-ce pas, les coûts budgétaires aussi sera diminué. Pourquoi? Parce que si vous avez 109 sénateurs, un sénateur, j'ai dit par exemple, un sénateur doit percevoir chaque fin du mois, j'ai dit seulement $5 000, chaque mois, et pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, vous voyez ce que ça fait. Vous avez 500 députés nationaux. Et que chaque mois, un député national doit avoir 5 000, 3 000, 10 000. Ah, 5 000. Non, ça je suis en train de donner les exemples. Non, il faut donner de bons exemples quand même. Bon, disons 20 000. Ouais, peut-être. Parce qu'ils sont là. Peut-être. Disons que chaque député national doit avoir $20 000. Et que chaque sénateur doit avoir $20 000. Mettons ça seulement comme ça. Maintenant, chaque mois multiplié par 12, multiplié par 5. Vous voyez ce que ça fait? Par 500 plus 600 et quelques. Ça c'est autre chose. Les députés provinciaux. Sans compter les députés provinciaux. Les ministres provinciaux. Sans compter les ministres nationaux. Donc, vous voyez tout ça. Même au niveau du gouvernement national, on n'a pas besoin. Bon, peut-être parce que maintenant, c'est une question des quotas. Des quotas, voilà. C'est une question de quotas. Qui a fait quoi? Qui doit avoir quoi? Et ça vous embrouille. Ça ne donne pas la possibilité à la République, n'est-ce pas, de concentrer le budget, n'est-ce pas, par exemple à la guerre, par exemple au social, parce qu'on doit réfléchir sur la question de payer les ministres. Vous devez payer 54 ministres chaque mois, n'est-ce pas? Vous devez payer les ministres provinciaux, les gouverneurs, tous ces mondes-là. Donc, on doit réfléchir sur la question de réduire et les membres du Sénat, et les membres de l'Assemblée nationale, et les nombres des membres du gouvernement. Et heureusement déjà que pour les assemblées, pour les gouvernements provinciaux, la loi n'est pas restée muette, la Constitution n'est pas restée muette, tout en limitant les nombres pour chaque province à 10, ce qui est déjà bien. Malgré qu'il y a des ministres, des gouverneurs qui veulent toujours se passer. Non, ils sont revenus à la raison. Ils sont revenus à la raison. Coup de chapeau à eux, parce qu'ils sont revenus à la raison. Mais si nous aurons aussi un nombre, par exemple, de 25 ministres, si beaucoup, au niveau national, hein? 30 ministres au niveau national, oui, ça va faire en sorte que l'argent soit canalisé, l'argent soit canalisé à autre chose. Nous perdons beaucoup. Bon, ça, ce n'est pas une perte parce qu'on paye des gens. Le capital humain, ouais. Les capital humains, on ne perd pas. Mais sinon, si on réfléchissait sur la réduction des membres du Sénat, des membres de l'Assemblée nationale, des membres des assemblées provinciales,
et des membres du gouvernement national, ça sera très intéressant. Voilà, ça sera très intéressant. Nous cheminons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Je rappelle que je reçois pour vous Moïse Pika. Il est analyste politique, cadre d'un parti politique agissant, Action. Bon, voilà, on va parler justement de la question de les conditions carcérales. On a vu la semaine passée, c'était pas la semaine passée, c'était le dimanche, hier, le ministre Constant Moutamba faire une énième descente à la prison centrale de Makala où il a libéré 527 prisonniers, mais aussi distribué 7000 lits matelas aux prisonniers. Justement, est-ce qu'on va dire que c'est une décision structurelle ou bien c'est justement une réaction à des révélations d'un journaliste qui a passé 6 mois, vous connaissez quand même l'histoire, Stani Boujakira, et qui a publié des vidéos qui étaient quand même accablantes concernant les conditions de vie des prisonniers en République démocratique du Congo, et on le qualifierait même notre prison de mouroir. Est-ce que on va continuer avec des décisions comme ça, conjoncturelles, au lieu de prendre des décisions un peu structurelles pour pérenniser une volonté politique ou bien une politique afin que les prisonniers vivent quand même comme des personnes à qui on accorde des conditions qui respectent la dignité humaine? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord un peu corriger. C'était agissons, comme vous avez dit, agissons pour la République et non action. Donc, bon, revenons à la question. Agissons pour la République. Revenons à la question du ministre, Maître Constant Moutamba, ministre Mineta à charge de la justice. Mais il fait aussi quand même beaucoup de bruit. Je salue ce qu'il a fait. Vous savez, nous sommes un pays. C'est vrai. Un pays et un gouvernement a comme devoir, je dis ça au pluriel, si pas des obligations, c'est de protéger la vie de ses citoyens. La prison centrale de Makala, comme tant d'autres prisons, d'ailleurs la prison centrale de Makala qui est la première prison, la grande d'ailleurs, parmi toutes les autres en RD Congo, a été construite pour 1500 prisonniers. Aujourd'hui, nous sommes à 15 000. Aujourd'hui, nous sommes au-delà, 10 fois plus. D'autres prisons, peut-être dans des provinces qui ont été construites pour 500, 1000, elles sont au-delà aussi des nombres de détenus dont ces prisons ont été construites. Moi, je salue l'action du ministre. Bon, c'est une action du ministre, mais qui entre dans un cadre général du gouvernement. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des détenus qui sont en prison, qui ont fait 5 ans, 10 ans. Sans être jugés. Sans être jugés. Sans être jugés. Ce n'est pas intéressant qu'on voie quelqu'un qui n'a pas été jugé, mais qui est resté en prison ou qui doit rester en prison pendant 1 année, pendant 2 ans, sans connaître son sort. C'est une vie que vous empêchez, n'est-ce pas, d'épanouir. Justement. C'est une vie que vous empêchez d'épanouir, parce que c'est lui ou celle qui est en prison là a des ambitions, ou peut avoir des ambitions, a besoin d'évoluer, a besoin de s'épanouir. Mais lorsque vous me prenez, même si j'avais commis des faits infractionnels, mais certainement ces faits infractionnels-là doivent être, n'est-ce pas, établis. Je dois être jugé, puis connaître mon sort. Si je serais condamné pour 5 mois, pour 1 année, pour 10 ans, pour quelle peine? Pour que je sache que ma peine est de telle année, de tel nombre d'années, ouais. Voilà, de tel nombre, pour que je puisse, n'est-ce pas, moralement me préparer. Mais lorsque vous me détenez en prison, vous me retenez en prison pour un nombre d'années incognito que je ne connais pas. Donc vous m'empêchez socialement de m'épanouir. Donc je salue l'action du ministre de la Justice cette action qui entre dans le cadre général de l'action du gouvernement. Aussi, parce qu'il a libéré 527 détenus. Bon, il a promis. Ce n'est pas que nous devons savoir quelque chose. Ce n'est pas qu'il a libéré ces détenus-là de manière comme ça, non. Non. C'est-à-dire que ce sont des dossiers qu'il a commencé à étudier. Non, les études ont été déjà faites, je comprends. Certainement. Avec cette commission qu'il avait mise en place. Avec cette commission qu'il avait mise en place. Donc, ce sont des dossiers qui ont été étudiés, bien étudiés. Ouais. Et
on a conclu par dire que voilà, dans tous les dossiers que nous avons étudiés, il y a au moins des détenus qui sont là, qui sont restés en prison sans être jugés. Parfois certains pour des faits bénins. Pour donner un coup. Pour donner un bon, même si pour donner un coup. Pour avoir donné un coup. C'est un fait infractionnel, mais il devait quand même être jugé pour connaître son sort. Pas faire 5 ans. Mais si quelqu'un qui a donné un petit coup, bien que ça entre dans le cadre pénal, mais qui passe 5 ans, 10 ans, vous voyez que ça c'est pas intéressant. Donc moi je salue l'action du gouvernement, mais en ce qui concerne la politique telle que vous l'avez dit là, il faut une politique continuelle. C'est que même si aujourd'hui le ministre Maître Constant Moutamba n'est plus ministre et que celui qui viendra continue avec une bonne politique. Même si un journaliste ne dénonçait pas, cette politique-là doit rester. Même si un journaliste ne dénonçait pas, bon, le ministre Constant Moutamba a dit que c'était des anciennes vidéos. Je me mets derrière lui. Quand même, ça a suscité quelque chose. Je me mets derrière lui, oui, moi je me mets derrière le ministre. Je soutiens cette pensée-là. De dire que c'était des anciennes vidéos que votre confrère avait publiées. Bon, que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, dans l'une ou dans une autre hypothèse, l'essentiel c'est que cela a produit des effets sur le plan de la société. Justement. Cela a produit des effets sur le plan de la société, mais je dis que le ministre n'a pas agi parce que votre confrère avait publié les vidéos des conditions, sur les conditions carcérales des prisonniers au sein de la prison centrale de Makala. C'est-à-dire que le ministre de la Justice, dès lors qu'il a été nommé par le président de la République, chef de l'État, il avait déjà un plan de travail. Cela fait partie du plan du travail qu'il avait déjà conçu, dès lors qu'il a été nommé ministre de la Justice. Même si votre confrère n'avait pas publié ces vidéos-là qui sont d'ailleurs des anciennes vidéos, les ministres de la Justice, mais les conditions de vie, ces conditions de vie-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Géopolice entre jusqu'à la prison de Makala, attention. Je suis avocat, ouais. À tous les moments, je suis là-bas pour plaider en faveur de mes clients. Justement. Et à tout moment, je suis à la prison centrale de Makala aussi pour des audiences foraines, aussi pour visiter certains de mes clients. Vous passez dans les salles des audiences, vous ne passez pas dans les couloirs où passent les nuits des prisonniers. Certainement. Oui, quand vous avez un client qui est détenu à la prison de Makala, depuis des années, il vous dit déjà, voilà, maître, voilà comment est-ce que nous vivons. Ça n'a pas commencé avec l'actuel ministre Constant Moutamba. Ça n'a pas commencé avec le président Tshisekedi, même pas dans son premier mandat. Ce sont des conditions de vie que nos prisonniers, que nos compatriotes qui sont détenus à la prison centrale de Makala ont commencé à vivre depuis longtemps. Ouais. Ça, il faut le dire. Ça, il faut depuis longtemps. Mais il n'y a pas de délai pour bien faire. Hein, mais mais le ministre Constant Moutamba avait déjà un plan du travail dans lequel les plans de la stratégie, n'est-ce pas, de désengorger pas seulement la prison centrale de Makala, mais les autres prisons de la République. Il a été même à Louzoum, je crois. Certainement. Mais des actions comme ça, comment on pérennise? Vous êtes quand même des juristes. Comment on pérennise? Quel mécanisme mettre en place pour pérenniser quand même des actions comme ça? Parce que c'est au-delà même du ministre Constant Moutamba. Il s'agit du pays. En Afrique, je vais parler de manière générale et puis je vais revenir les cas de la RDC, notre pays. En Afrique, nous avons une petite maladie. C'est que si aujourd'hui vous êtes président de la République et que vous avez commencé de belles actions ou de bonnes actions en faveur de votre peuple, celui qui viendra va tout balayer, va tout bafouer. Il vient, il met une autre politique à lui. Même si ce que vous avez commencé était très bon ou très bon, celui qui vient, il balaye tout. Il met sa politique à lui. Même si sa politique à lui va faire souffrir les institutions ou le peuple, mais pour lui, il estime que c'est bon, tout simplement parce qu'il est élu président de la République, n'est-ce pas? Et puis il pense que bon, c'est lui qui est parti, il doit partir avec toutes ses actions. On doit prendre les belles actions, les bonnes actions, continuer avec ça. Et ce qui était mauvais, ça c'est la maladie des Africains. Ça c'est la maladie générale des Africains. Tout le monde qui vient au pouvoir, par élection ou par nomination, balaye tout ce qui a été fait par son prédécesseur et cherche. Même les agents du ministère, vous allez voir qu'ils vont. Vous venez, vous balayez tous les agents. Vous nommez vos agents. Même ceux qui ont bien travaillé. Ça, c'est la maladie africaine que nous sommes en train de dénoncer.
C'est-à-dire quoi? Je voulais dire maintenant, je reviens maintenant les cas de notre pays. Le ministre Constant Moutamba conçoit un plan d'action pour son secteur. Vous venez, c'était un plan d'action qui avait quand même amené une révolution des choses et qui avait changé les choses. Vous, quand vous venez, vous balayez tout. Vous amenez votre plan. Mais pourquoi pas mélanger? Pourquoi pas continuer avec ce qu'il avait commencé? Et ajouter sur ce qu'il avait commencé, continuer les nouvelles choses. Pour continuer. Pour les biens des Congolais. Ça, c'est la maladie africaine, surtout chez nous, Congolais. Donc, pour pérenniser, il faut des choses. En français, nous disons, il y a un principe qui dit, les hommes passent, les institutions restent. Donc, Constant Moutamba va partir demain ou après-demain. Mais c'est lui qui viendra. Est-ce qu'il aura la même volonté politique que Constant Moutamba? Est-ce qu'il aura le même plan d'action, le même plan de travail que Constant Moutamba? Madame Rose était là comme ministre de la Justice. Elle n'avait jamais fait ce que Constant Moutamba vient. Mais Constant Moutamba vient, il conçoit un plan. Et un plan qui a désengorgé la prison centrale de Makala et les autres prisons. Nous ne sommes pas encore là. Mais nous sommes dans un processus de désengorgement. Oui, c'est ce que nous ne sommes pas non, c'est vrai, nous ne sommes pas encore arrivés à désengorger la prison ou encore toutes les prisons de la RDC. Et nous de la presse, nous l'avons à l'œil. Mais il a commencé, vous voyez, il a commencé ce processus-là. Mais nous nous posons la question, il a fait quelque chose de très bien ou de très bon. Mais est-ce que c'est lui qui viendra 2 ans, 3 ans ou 5 ans après lui? Est-ce qu'il va continuer? J'ai parlé ici tantôt des réformes du système judiciaire. Ouais. Pas seulement du système judiciaire, du système éducatif, de notre système économique, de notre système sanitaire, de tous les systèmes presque dans tous les secteurs. Nous sommes dans un pays où tout est à réformer. Nous sommes dans un pays où tout est à réformer, mon frère. Ça, on doit le dire la vérité, en tant que Congolais. Nous sommes dans un pays, je regarde votre caméra, j'ai dit que nous sommes dans un pays où on doit réformer tous les secteurs. C'est quoi le problème? Mauvais leadership, mauvaise politique, il n'y a pas des intelligences qui réfléchissent autour de ces questions ou quoi? Non, il y a des intelligences qui réfléchissent tout autour des questions, mais peut-être les obstacles politiques nationaux ou internationaux font à sorte... Même international? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Notre pays est jalousé partout. Ça, il faut le dire. Pas au point de nous empêcher quand même les réformes. Pas au point de nous empêcher pour ne pas réformer, mais pour réformer, il faut beaucoup de moyens. Dans le secteur judiciaire, par exemple. Je vais. Le secteur de justice. Permettez-moi de finir ma réflexion. Je m'excuse. Permettez-moi de réfléchir ma réflexion parce que vous m'avez posé la question de savoir les obstacles. Est-ce que les obstacles... Il y a les obstacles de l'international. Moi, j'ai dit oui. C'est grave. Pourquoi? Parce que notre pays, pour réformer, il faut un budget conséquent. Pour réformer, il faut un budget conséquent. Ok. Parce que les réformes, on ne fera pas les réformes, on se met là à la télévision, et on commence à parler des réformes. Non. Même si on réformait au niveau du papier, mais on doit sentir les réformes sur le plan pratique. Et pour que cela soit effectif, il faut un budget. Parce que nous parlons du système, des réformes du système judiciaire. Mais ça doit entrer dans le budget. Ça doit entrer dans le budget. J'ai parlé ici des réformes au niveau des secteurs sanitaires, éducatifs et tous les secteurs de la République, économique et financière. Ça doit faire partie du budget. Ça doit entrer dans le budget. Mais si nos ennemis, les ennemis de notre peuple, de notre pays, si ceux qui nous envient, ceux qui nous convoitent, ne nous permettent pas d'avoir un budget, par exemple, de 50 milliards de dollars par an. Vous voyez? Avec 16 milliards de dollars, avec 17 milliards de dollars, avec 20 milliards de dollars, il faut regarder la guerre que nous avons, que nous devons finir. Parce que les réformes, là, comme je venais de le dire, les réformes vont nous coûter beaucoup d'argent. Voilà, nous allons vers... Pas seulement l'argent, les réformes aussi aura besoin de mettre en place les commissions qui doivent travailler, n'est-ce pas, indépendamment des acteurs politiques. Pourquoi? Parce que les acteurs politiques, les familles politiques... L'implication de l'international, moi je la cherche. L'implication de l'international, que l'international ne voudra pas à ce que nous puissions réformer notre système. Tous les systèmes.
pour l'international, pour l'impérial. Bon, en fait, quand moi je parle de l'international, ouais, les impérialistes. Voilà, je vois les impérialistes. Je ne vois pas l'international tout le monde, non. Je vois les impérialistes, parce que ce sont eux qui empêchent l'Afrique de ne plus se développer. Vous avez les discours de Mende maintenant. Non, mais s'il a défendu la République, où il est mal. Merci beaucoup, Moïse Pika. Nous sommes arrivés à la fin. Et je vous informe que je suis cet acteur politique-là. Lorsque je me mets devant ma machine, je télécharge, n'est-ce pas, ces émissions. Ah, mais attention. Ça, je vous dis. Attention, ça, on l'appelait à son époque Tchakou National. C'est pas un problème. Appeler quelqu'un Tchakou National, bon, il a déjà défendu ça, mais l'essentiel, c'est qu'il défendait la République. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous nous avez rejoints, sachez que nous avons parlé, bien évidemment, du Sénat, des élections qui a lieu. Nous avons parlé aussi du système carcéral de la République démocratique du Congo, des prisons, par exemple, la prison centrale de Makala, qui a été construite pour 1500 personnes. Aujourd'hui, elle reçoit 15 000 pensionnaires. C'est quand même une question de société, d'utilité publique. Nous avons aussi un tout petit peu essayé de parler de la question de l'Est de la RDC avec l'arrivée ce lundi 12 août de Joao Lourenço, le président congolais, qui est le médiateur choisi par l'Union africaine dans les conflits entre la RDC et le Rwanda. Nous avons aussi évoqué la crise au sein de l'UDPS, où une structure, la convention démocratique du parti, a démis de ses fonctions Augustin Kabouya pour remplacer Deogracias Bizibouf. Nous voulons nous séparer, nous allons nous séparer dans quelques secondes. Regardez tout ce que nous avons évoqué dans cette émission. Si vous avez un dernier mot, vous avez le micro. Bon, malheureusement, on n'a pas parlé sur les sujets à l'ordre du jour dépendait de vous. On n'a pas parlé des propos de Madame Olive Lembe, l'ancienne première dame. On n'a pas parlé également, j'avais le sentiment de commenter ou de dire un mot, de soutenir les chefs de l'État qui disait tantôt... Vous avez les derniers mots. Prenez vos mots, prenez... Bon, les derniers mots, c'est que j'appelle à tous les peuples congolais de faire confiance au président Félix Tshisekedi et à son gouvernement. Pourquoi il j'appelle aussi... Il y a 6 ans. J'appelle aussi, certainement. J'appelle aussi... Pourquoi il faut ça? J'appelle aussi les gouvernements récemment nommés par le chef de l'État de travailler pour le bien-être de la population congolaise et de se concentrer pour finir la guerre à la partie est de notre pays. J'ai toujours dit, notre salut viendra principalement de 2 choses. La bonne gouvernance, aussi notre armée. Notre armée est en train de monter en puissance. Notre armée fournit beaucoup d'efforts. Cette expression de monter en puissance, même si les opposants ont leur manière de voir les choses, mais moi je vous dis que nous avons une armée... Ça va entrer dans les lots de vocabulaire démagogique, hein? Attention. Non. Mais moi je salue l'action de l'armée. Non, ça n'entre pas dans le cadre de la démagogie. Il n'y a pas de la démagogie. On voit, c'est comme une récupération politique. Il est vrai que, je répète, il est vrai que l'armée fait un énorme travail. Alors lorsque tout le monde, vous-même journaliste, vous reconnaissez, parce que vous n'êtes pas seulement journaliste, vous êtes citoyen congolais. Lorsque tous nous reconnaissons que notre armée multiplie des efforts et fait un grand travail, qu'est-ce que nous allons dire? Voilà. Ça veut dire qu'elle est en train de monter en puissance. Donc je disais que notre salut viendra principalement de 2 choses. La bonne gouvernance, aussi notre armée. Donc on doit soutenir l'armée. Le gouvernement doit améliorer les conditions de nos vaillants héros qui sont au front, pas seulement qui sont au front, tous les militaires, la police, les autres services de sécurité. Et le gouvernement doit également améliorer les conditions de travail, de vie, aussi les salaires de tous les fonctionnaires de l'État, les enseignants, on doit augmenter les salaires, les magistrats, on doit améliorer leurs conditions. Je soutiens l'action du ministre, la pensée du ministre de la Justice sur les réformes. Le gouvernement doit donc travailler beaucoup, se concentrer, travailler pour que le salut de notre peuple soit effectif. Merci beaucoup. C'est comme ça que j'ai appelé le peuple à faire confiance au président de la République. Voilà, c'est déjà la 6e année qu'il est au pouvoir. Ça dit qu'il a la confiance du chef, il a la confiance de sa population.
Certainement. Qui lui a accordé un deuxième mandat. Un deuxième mandat. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission décryptage de ce lundi 12 août 2024. Nous vous disons merci de nous avoir suivis tout au long de ce numéro, ce nouveau numéro. Merci aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour que vous nous recevez chez vous 5 sur 5. Là, je vois Serge Kaniki, je vois Stani Samba, je vois Béni Ifombo, Fobogar. Merci à vous une fois de plus de nous avoir suivis. Et le prochain numéro, c'est pour le mercredi, c'est pas long. Au revoir. Avec le même plaisir, nous allons nous retrouver.